dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un sujet aussi flou que fascinant mais dont tout le monde parle, l'IA, l'intelligence artificielle. Alors l'IA, c'est un ensemble de technologies qui permettent à des machines, des ordinateurs, des logiciels d'imiter certaines capacités humaines, comprendre, apprendre, raisonner, créer. Elles fonctionnent souvent grâce à des algorithmes qui sont nourris par de grandes quantités de données. Vous l'utilisez peut-être déjà dans vos recherches, dans votre travail, votre environnement, mais qu'est-ce que l'IA change et va changer dans le monde de l'architecture et du design? C'est la grande question. Je n'ai clairement aucune réponse. Je vous avoue que d'habitude, je maîtrise mes sujets, mais là, pas du tout. C'est vraiment un thème sur lequel j'ai lu encore peu de choses. Pour moi, c'est très obscur. Ça m'attire autant que ça peut me faire peur et j'imagine qu'il y a énormément de monde dans ce cas. Donc, je suis très contente de vous proposer cet épisode pour décortiquer ensemble toutes ces notions autour de l'IA. L'idée, c'est pas ni de vulgariser, ni d'aller trop loin, mais d'explorer le sujet avec une architecte visionnaire. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Rosenzweig, fondatrice de Name Architecture, passionnée des enjeux liés à l'IA dans la création. Elle a d'ailleurs créé un podcast sur le sujet Designing Futures. Alors, que vous soyez archi-connecté ou juste curieux, curieuse, cet épisode va, je l'espère, vous ouvrir de nouvelles perspectives. Bonjour Nathalie. Bonjour Hortense, merci, c'est un plaisir d'être avec toi sur ce Est-ce que je podcast. n'ai pas écorché ton nom de famille? Non, tu t'es plutôt très bien débrouillée et j'allais te dire que sinon tu peux utiliser une IA pour mieux le Ah prononcer. ouais? Il faudrait essayer, oui. Dis-moi, tu sais... Non, non, il était très bien. Bon, tant mieux. Tu t'es penché sur les questions de l'IA. Toi, on se connaît un petit peu. Mais tu parlais déjà d'IA avant que ce soit la mode, entre très gros guillemets. C'est vrai que ça fait, moi, je dirais 2 ans vraiment que j'en entends parler. Toi, comment t'as senti venir cette tendance? Alors, un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que on a vu les premières images émerger, principalement avec l'IA générative. On a commencé à utiliser ChatGPT, qu'on commençait à comprendre que ça prenait de plus en plus de place. En fait, l'intérêt est venu, en général, à l'agence, on aime bien faire de la recherche en parallèle au développement de projets, et c'est cette recherche qui nourrit nos projets. Donc, l'IA était, comme toute technologie, quelque chose auquel on s'intéressait depuis un moment. Et ce qui nous a surtout questionné, en fait, au départ, c'était très vite de se demander comment ça allait changer notre métier, notre manière de travailler, pas seulement les architectes, mais en général les métiers créatifs. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se pencher sur la question. Alors, je dois dire que je fais le podcast, en effet, avec ma sœur, Mélanie Rodenzweig, qui est data stratégiste. Et en fait, le podcast qui est né en parallèle de tout cet intérêt qu'on a développé à l'agence, a commencé autour de cafés qu'on prenait toutes les deux, comme deux sœurs, à discuter et à évoquer des sujets. Et elle, venant du monde de la data et de tout cet univers-là, ayant elle-même un background créatif à travers ses études, et moi venant avec mes expériences, et c'est ces discussions qui ont nourri en fait l'émergence aussi bien du podcast que de l'intérêt qu'on a porté à ça à Ouais. l'agence. Est-ce qu'on peut dire juste peut-être un mot sur l'agence? Qu'est-ce que toi tu es architecte, Oui. hein? Parce que souvent moi j'ai des architectes d'intérieur, mais toi tu es vraiment architecte. Oui. Alors, Naïm Architecture, c'est une agence que j'ai créée il y a quelques années,
Nous avons des bureaux entre Paris et Londres, donc on a toujours eu une envergure assez internationale et la plupart de nos projets, en effet, se font à l'international. On travaille beaucoup sur des programmes d'hôtellerie, de resort et de résidentiel, mais pas seulement. Et comme je le disais, la recherche et l'intérêt pour vraiment pousser les limites de la création, de la manière de développer un processus de créatif à travers un concept fort a toujours été au sein de mon intérêt, de ce que l'agence fait. Donc c'est aussi à travers ces investigations et ces questions qu'on se pose que le travail de l'agence avance et émerge. Ok. Toi, est-ce que ton travail est nourri par l'IA ou l'IA c'est du plus? Alors aujourd'hui, il est nourri par l'IA, clairement. Ouais. Je pense que de plus en plus, mais comme tout le monde, on a commencé au départ à se poser la question de est-ce que ça allait nous remplacer, est-ce que ça allait nous prendre notre travail, et où était la limite entre les deux. Une fois qu'on a évoqué ce sujet-là, et on pourra en parler pour pourquoi je ne pense que ce n'est pas le cas, euh, c'est vraiment devenu un outil de travail comme un collaborateur avec lequel on travaille à différents stades du projet, différents stades du processus créatif, et qui le nourrit, et qui aussi bien nourrit le développement de concepts, d'idées au départ, comme plus tard la production de graphiques, de présentations, de plans, etc. et tout ce qu'on peut faire avec. Ouais. Alors, si on posait les bases, si on commence par le début, on entend le mot IA partout. Pour toi, c'est quoi? Ouais. C'est quoi l'IA? Comment tu le définis? Alors là, je pense que en effet, c'est une question importante parce qu'il y a une différence claire à faire entre l'IA qui consiste principalement à analyser des données passées pour prévoir des résultats numériques futurs et ça existe depuis très très longtemps. Avec ce qu'on utilise beaucoup, nous, dans les métiers créatifs, c'est l'IA générative. C'est une IA qui permet aux ordinateurs, justement, de créer du contenu entièrement nouveau, qui peut ressembler de très près à du contenu qui serait généré par des humains. Donc, c'est tout ce qui est la création d'images qu'on voit, la création de vidéos, évidemment la création de textes, etc. Mais voilà, tout ce qui génère en fait un produit qui n'est pas juste une analyse de données, mais qui génère quelque chose de nouveau à travers des données qui ont entraîné cette IA. Et en quoi, dans ton métier d'architecte, c'est important de s'intéresser à l'IA? Alors, je pense que c'est important pour nos métiers d'architecte, mais pas seulement pour les métiers créatifs en général, parce que ça a vraiment un impact sur le processus de conception et ça l'aura de plus en plus. Ça a évidemment pour nous aussi des implications en matière de durabilité. On peut faire avancer des études et faire des choses nous-mêmes de manière beaucoup plus poussée avec l'aide de ces outils. Je pense aussi que ça a le potentiel d'améliorer la créativité et l'innovation dans l'industrie. Et je m'expliquerai où je le vois ce potentiel, mais il faut vraiment comprendre, je pense que c'est un changement de paradigme qui va propulser une certaine innovation et façonner l'avenir. Donc on peut débattre si c'est la bonne manière de le faire et comment le faire, mais c'est inévitable. Et donc je pense qu'il vaut mieux apprendre à s'intéresser, à s'y intéresser et à travailler avec que de le rejeter. Donc nous, on part toujours de ce point de vue-là quand on débat de la question après. Évidemment, ça pose beaucoup de questions sur comment l'utiliser, dans quelle limite, et nous aborderons certainement ces questions à travers la suite du podcast. Ouais. Et ben toi, justement, comment tu l'utilises concrètement? Qu'est-ce que tu fais avec l'IA au quotidien? Alors, on utilise à différents stades de nos processus. D'abord pour la conceptualisation de projets, que ce soit vraiment au départ, quand on fait du brainstorming, on travaille avec, par exemple, pour créer des ambiances, des atmosphères, ou décrire une vision qu'on a et voir ce que ça génère comme image. Par exemple, on peut aussi travailler à partir d'un matériau et commencer à générer différentes utilisations sur différentes formes. Et c'est vraiment un brainstorming qui se fait en parallèle d'autres manières qu'on avait de réfléchir en amont d'un projet aux premières idées, à les mettre sur papier, j'ai envie de dire, mais évidemment de les visualiser. Ça nous permet aussi de rapidement tester différentes options de conception parce qu'on peut faire beaucoup plus rapidement. On teste beaucoup plus d'options au départ et à intégrer une certaine forme d'innovation dans les premières étapes d'un projet.
Après, on l'utilise aussi beaucoup pour tout ce qui est planification et analyse d'un site. Par exemple, on utilise des logiciels qui nous permettent d'intégrer, par exemple, le déploiement du soleil à travers une journée sur un site particulier, comment ça affecte le bâtiment et son environnement, de mesurer l'impact qu'un bâti aura sur le vent autour d'un site en particulier, ou d'intégrer des datas qui nous aident à mieux planifier, à prendre des décisions sur l'implantation de projet. Évidemment, on l'utilise beaucoup pour la visualisation, comme je le disais, que ce soit en amont au départ, mais aussi dans les présentations qu'on fait à nos clients. Je reviendrai un petit peu là-dessus également, probablement, mais sur le fait que comment ça peut stimuler un engagement avec le client dans les présentations d'idées et de visualisation du concept. On l'utilise aussi en interne pour valider des hypothèses de conception durable en amont. Après, évidemment, on travaille toujours avec nos partenaires et les BOT spécialistes, mais ça nous permet déjà de valider certaines hypothèses très vite en interne. Et évidemment, donc, après, dans tout ce qui est amélioration des visuels, des dessins, enfin, de ce qu'on produit dans nos présentations de projets pour les rendre plus convaincants. Ce qu'on arrivait à faire en interne aujourd'hui est bien plus vaste que ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire on peut faire nous-mêmes des rendus, des vidéos de présentation de projets. Et donc, ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans la production architecturale que ce qu'on faisait avant. Ok. Mais concrètement, alors, tu vois, moi, typiquement, je disais que j'étais très novice, je connais ChatGPT et ses concurrents. Toi, j'imagine que ce sont des logiciels précis, mais ce sont des mots, comment, tu rentres des données, des plans, tu vois, quand tu dis que tu travailles tout un projet, comment tu Oui. fais concrètement? Concrètement, en effet, la plupart de ces logiciels travaillent à partir d'un prompt, donc c'est-à-dire des mots qu'on va donner et c'est ces mots-là qui vont générer un résultat, notamment dans la production d'images et de visuels, c'est ce que les gens utilisent le plus encore pour l'instant. On va prompter, donc on va décrire une ambiance, un point de vue, la qualité de la lumière, la qualité des matériaux, etc. Tout ce qu'on peut décrire et ça va générer un résultat qu'on va retravailler, améliorer, etc. Donc, ce que nous, on a fait en interne, c'est de construire toute une méthodologie d'écrire ces prompts afin d'arriver à des résultats qui sont, je veux dire, la signature du style de l'agence, que ce soit un style graphique, un style d'image, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'approprie nous et que les gens font de plus en plus aujourd'hui pour vraiment, et que ces logiciels permettent de faire, c'est-à-dire une utilisation de certains mots qui permettent de générer un résultat beaucoup plus contrôlé. Je voudrais revenir un petit peu, je voudrais rajouter quelque chose par exemple dans la question précédente sur comment on l'utilise aussi. On utilise évidemment aussi ChatGPT ou des IA similaires pour faire de l'analyse des textes qui nous sont soumis, par exemple. Quand on répond à un appel d'offres et qu'on reçoit un dossier où il y a 180 pages à étudier, on les utilise beaucoup pour générer un résumé de ce qui est important pour nous à ce moment-là, pour savoir si oui ou non on répond à cet appel d'offres, si on a les qualités requises ou quelles sont les informations importantes à retenir pour prendre une décision rapide. Après, ça ne garantit pas que toutes les informations y soient, mais en tout cas, ça donne un premier jet pour prendre ces décisions. On a également construit tout un set d'outils qui nous permettent d'écrire dans le style de l'agence. Par exemple, on a un outil construit enfin, sur ChatGPT, qui sont les ChatGPT, les builders, enfin, qui nous permettent de créer un assistant personnalisé pour écrire, par exemple, des méthodologies de description de projets avec le style que l'agence emploie pour ce type d'écriture. Donc ça, on a beaucoup construit pour nourrir également le travail au quotidien de l'agence. Ouais, parce que là, toi, tu viens de nous dire un petit peu comment vous allez le nourrir pour avoir une réponse, mais lui, qui le nourrit? Enfin, l'IA, elle, comment elle collecte toutes ces données? Comment elle répond? Sur quoi elle se base? Comme tout le monde, je ne m'avancerai pas une réponse parce que personne n'a de réponse précise. On sait qu'évidemment, elle a été entraînée sur tout ce qui existe sur le web, en tout cas tout ce qui existait sur le web jusqu'à ce qu'elle sorte, qu'elle soit, que les outils soient ouverts à tout le monde. Ça continue aujourd'hui à se nourrir sur ce qu'on y met.
la plupart des logiciels qu'on utilise, surtout ceux qui sont gratuits à des coûts minimes, réutilisent ce qu'on y injecte nous pour continuer à entraîner les IA aussi. Voilà, mais personne n'a la réponse claire de exactement comment et ce qui les a nourris. Mais en tout cas, voilà, on sait que ça vient de ce corpus-là. Ça pose évidemment beaucoup de questions sur l'utilisation qu'on fait de ce qui existe déjà, mais aussi de l'utilisation qu'on en fait dans le futur. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on on met sur ChatGPT, nous-mêmes en l'utilisant, ça continue à nourrir l'IA. Donc, il faut faire très attention si c'est des documents qui n'ont pas lieu d'être diffusés ou des informations privées. Donc, il faut être très alerté à ça par rapport à son utilisation. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a deux IA, enfin il y a une IA qui assiste un peu, qui complète, qui accompagne, mais il y a aussi une IA qui conçoit, qui travaille pour nous. Oui, oui. En effet, c'est tout l'explication au départ de l'IA générative, qui elle est une IA qui conçoit. Alors, elle conçoit pas pour nous, elle conçoit avec nous, Oui. parce que c'est nous qui donnons les informations et les directions, mais il y a une grosse part d'inconnu sur le résultat généré, et donc il y a une partie qui est conçue, on va dire, par elle, mais à travers un input qu'on a donné au départ. Et c'est en effet là où je vais dire, c'est pas facile de les utiliser non plus, ces outils, parce que c'est avec le temps qu'on perfectionne l'utilisation et qu'on arrive à les diriger de manière à ce que le résultat satisfasse une vision qu'on a ou un style particulier de conception qui nous ressemble. Donc c'est pas facile. C'est pas parce qu'elle génère quelque chose que c'est forcément facile d'obtenir le résultat désiré rapidement. Ouais. Comment, effleurais ce sujet qui est hyper important, comment être sûr que les informations données vont être les bonnes et vont pas nuire à un projet? Alors, je pense que là, déjà, il faut faire une différence entre l'information qu'on lui demande, ou si c'est de générer si elle génère une image ou une vidéo. Après, c'est à nous d'en juger. Mais quelque part, il y a quand même un parallèle, parce que les images qui sont générées, par exemple, ne sont pas forcément logique en termes de ce qu'elle présente. À première vue, ça peut paraître tout à fait recevable, mais en la décortiquant, il peut y avoir des erreurs. Et on a tous vu les mains avec 6 doigts, les personnes avec 3 pieds. Enfin, ça, on a connu ça au départ. Aujourd'hui, ce qui nous arrive des fois en archi, c'est qu'on voit il n'y a pas de consistance entre une fenêtre, le style d'un cadre de fenêtre et le style du cadre de la porte, ce qu'on ferait jamais nous, évidemment, si on concevait quelque chose. Donc, il y a en effet ces erreurs qui sont faites. Et en termes de texte, évidemment, il y a beaucoup, on appelle ça souvent des hallucinations. Il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se glisser. Donc, c'est en effet la responsabilité de l'utilisation et de ce qu'on présente qui a été fait avec nous incombe. Et surtout dans des métiers comme les nôtres où il y a une responsabilité professionnelle assez lourde à porter. Mais elle s'améliore de jour en jour. Et donc, Ouais, j'allais dire, ce gap est-ce qu'il y a, se resserre. est-ce qu'il y a déjà j'en sais rien, des lois, des règles? Tu parles de responsabilité. Est-ce qu'il y a même une notion de propriété intellectuelle? C'est encore un autre sujet. La réglementation autour de l'IA est en train de se faire dans nos différents pays, ou en tout cas régions du monde, et c'est très intéressant également d'observer les différentes approches. Il y a la réglementation européenne qui a été écrite et qui va rentrer en vigueur prochainement, qui évidemment protège très fortement la propriété intellectuelle et essaie de limiter les risques par rapport à l'utilisation de l'IA, qui est une conception de voir les choses. Donc elle est assez légiférée, ça a certains avantages. D'autres diront que ça bloque une certaine forme de créativité qu'on pourrait imaginer avec les outils qu'on pourrait développer. La réglementation américaine, elle est beaucoup plus ouverte, justement, et limite en revanche d'autres choses. Donc, en gros, aujourd'hui, les grandes réglementations qui sont en train d'être mises en place, c'est l'européenne, l'américaine et l'anglaise, qui ont des approches différentes. Un exemple qu'on donne souvent, alors ChatGPT répondra en France à des questions juridiques, mais si on utilise son équivalent français, le chat ou le chat, comme les gens l'appellent, il ne donnera pas d'informations juridiques disant qu'il faut aller voir un avocat pour ces questions-là. Donc, il y a une réglementation qui commence à se mettre en place,
Mais comme toujours avec les nouvelles technologies, elle est beaucoup plus lente que la technologie qui avance. Mais bon, je voudrais quand même, je pense qu'il faut aborder quand même quelques sujets très importants pour nos métiers. Tu t'en parlais, l'idée de droit d'auteur, qui est une vraie question. On a d'ailleurs un épisode sur notre podcast qui en parle, et c'était très intéressant de l'étudier. Quels sont les droits d'auteur de tout ce qui est généré l'IA jusqu'à aujourd'hui. Enfin, tout ça s'est construit sur de la matière qui n'a pas du tout, qui ne rend pas du tout ses droits d'auteur. Mais ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est des IA spécifiques qui protègent ça. Par exemple, il y a des boîtes qui créent des IA dont tout le contenu est contrôlé et traçable. Une fois qu'une image est générée, ils savent combien de pourcentage les différents droits d'auteur qui ont permis de créer cette image bénéficient. Ça, c'est très important. Par exemple, c'est beaucoup utilisé dans le monde de la publicité aujourd'hui pour être sûr, s'assurer que d'abord on a rémunéré les droits d'auteur à partir de lesquels ces images sont créées, mais aussi qu'on a contrôlé les sources de ce qui génère le contenu. C'est très important aussi dans des cas de figure pour éviter des biais que l'IA peut avoir si elle a été entraînée sur des photos où il y a quasiment que des hommes et peu de femmes. Elle va générer des images avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc pour éviter, par exemple, ce genre de biais, le fait de savoir contrôler ce sur quoi l'IA a été entraînée et donc ce qu'elle va ressortir, ça, c'est des outils qu'on voit émerger de plus en plus. C'est-à-dire qu'en parallèle aux limites qu'on voit aujourd'hui, il y a aussi des réponses qui se créent autour de ça. Et ça va être de plus en plus important aussi dans nos métiers. Je pense que ce qui est important à comprendre aussi, c'est les agences comme les nôtres, par exemple, qui vont entraîner une IA pour créer dans notre style architectural. Et comment on fait ça? On la nourrit de nos projets précédents. Alors ça se fait beaucoup à travers les images, donc on va la nourrir de photos de nos projets, de rendus, ça prend un certain temps pour les nourrir. Et une fois qu'elle est nourrie à ça, elle va générer des images qu'on va prompter. Donc, on va décrire avec des mots une image qu'on voudra générer. Mais celle-ci sera générée à partir d'éléments qui auront été nourris, qui sont que des éléments que l'agence a créés. Donc, la réponse, ce que ça aura généré, aura eu nos projets comme source. On va de plus en plus vers ces outils-là aussi, où chacun pourra s'auto-approprier un petit peu ces IA et ce qu'elles génèrent. D'autres choses qu'on voit émerger aussi, avec lesquelles on travaille, c'est des outils qui permettent d'appliquer une visualisation sur une forme donnée. C'est-à-dire on va par exemple en architecture créer, dessiner un volume, le volume d'un immeuble. C'est sur ce volume-là que on va générer des images avec cette base-là. C'est-à-dire qu'après, si on change le volume, par exemple, si on lui rajoute 4 étages, l'image sera remise à jour avec les 4 étages rajoutés. Donc, il y a une relation qui va se faire entre la compréhension de la volumétrie de l'objet et l'image qui est générée. Ça, ce sont déjà des outils qu'on utilise beaucoup, nous, dans notre pratique et dans l'agence également. En termes par rapport à la créativité qui peut être aussi importante dans votre métier, souvent l'IA, c'est là où on dit ça fait un peu peur, ça peut être sembler un peu froid ou technique. Et comment tu fais, est-ce que tu travailles dans l'IA pour apporter une dimension plus humaine ou la dimension plus humaine, tu l'apportes après de toute façon? Moi, je mettrais pas j'ai pas tendance à créer des définitions comme ça dans le travail. C'est plus je l'utilise plus comme un compagnon, comme un outil qui permet d'un côté de générer des idées au départ qu'on va après retravailler de manière beaucoup plus traditionnelle, si on veut, qu'on va affirmer à travers les réalités d'un projet. Le résultat, lui, sera nourri de nouveau par quelque chose qu'on va générer à travers l'IA, mais on explore en fait beaucoup aujourd'hui dans notre manière de travailler. Donc c'est pas, je saurais pas être forcément dire si quelque chose est plus humain ou plus IA. Je pense que l'essentiel c'est de rester nous-mêmes en contrôle de ce qu'on génère et de pouvoir juger du résultat surtout. Parce que le problème de ces outils, c'est que ça génère beaucoup de résultats rapidement. Donc la question se pose après de comment on évalue ce qui a été généré. Donc c'est là que notre rôle se joue et continue
continuer à évoluer. Mais on l'utilise vraiment comme un outil Mais avec lequel on dialogue. comment tu évalues justement de savoir si c'est vrai, faux ou de nuancer, etc. C'est en effet la question. Je ne sais pas si vrai ou faux, c'est pas comme ça forcément qu'on se pose la question, parce que si par exemple ça génère une image, un résultat visuel, on va se demander si ça reflète ce qu'on imaginait, qu'est-ce qui marche pas. On va trouver quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, par exemple, mais en même temps, on aura eu une bonne idée de la manière dont la lumière tombe sur une matière, et ça, on va vouloir le retenir pour continuer à travailler avec cette idée-là. Mais c'est vraiment un entraînement qu'on a aussi à l'agence pour maîtriser l'outil. Ouais. Non, mais je pensais par exemple tout à l'heure, au tout début, tu parlais que tu lui parlais parfois de tes appels d'offres et qui pouvaient avoir un Ouais. elle. Oh, je dis il Ah, à chaque fois, mais c'est elle, oui, l'intelligence ouais. artificielle. Elle- Il faut en profiter, en plus c'est au féminin. Oui. Elle a un avis. Donc, comment tu peux être influencé par, je me dis, Mm. une technologie qui va te dire, tu vois, comment tu peux nuancer son propos? Est-ce que tu le nuances En lui d'ailleurs? parlant, des fois c'est elle-même qui le propose, mais sinon c'est nous qui disons je voudrais que le ton soit plus formel, ou le ton plus aimable, plus amical. Donc ces choses-là existent déjà et sont faciles à manier. Après, la question de savoir si quelque chose, ce qui en ressort est véritable, il y a toujours une relecture nécessaire, une confirmation. On va peut-être pas rentrer dans les détails là, mais il y a une manière de faire étudier un document par une IA aussi, pour s'assurer qu'elle a bien tout le contenu. Le fait de juste lui télécharger un PDF, il peut lui manquer des éléments. Donc il y a des manières de convertir les fichiers pour que l'IA lise bien tous les éléments d'un fichier. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on évolue avec l'outil. Mais c'est de nouveau, je dirais, je travaille comme un compagnon. Si je vais écrire une méthodologie pour un projet, je vais commencer moi par quelques idées. Ça va me générer un texte que je vais retravailler, que je réinsère, que je retravaille. Et c'est tout un processus de collaboration avec l'outil. Ouais. Et alors, grande question très très large, est-ce que donc ça pourrait être le titre du podcast, est-ce que la créativité peut être pour toi remplacée par l'IA? Je ne pense pas qu'elle peut être remplacée, je pense qu'elle peut être augmentée, ou en tout cas dialoguer avec l'IA. Je pense qu'à terme, comme tout nouveau outil technologique, même si l'IA est vraiment un changement de paradigme par rapport à ce qu'on a connu avant, mais comme tout nouvel outil, il remplace quelque chose, il améliore quelque chose. Mais pour l'instant, en tout cas, l'humain, la créativité humaine reste celle qui va le guider et l'utiliser de manière à en sortir quelque chose de nouveau et d'intéressant. Je pense que on peut pas être mauvais designer et complètement se cacher derrière une IA. C'est dans cette interaction entre les deux que la créativité se développe et est exprimée. Et est-ce que toi, est-ce qu'elle t'a déjà suggéré une idée que tu as exploitée à 100%, que tu as gardée telle qu'elle? Oui, alors bien sûr. Et en plus, nous, on se met même des challenges, par exemple, de générer tous les documents d'un projet. On a fait ça en interne pour tester, de générer tous les documents d'un concours avec l'IA. Tous les plans, les images, tout ce qu'on a rendu n'était généré qu'avec des outils IA. C'était un petit peu pour se tester nous et tester l'outil, voir jusqu'à où on aboutissait. Mais enfin, c'est rarement le premier résultat qui est retenu. Oui, tu le Ça, travailles. ça, se ça se retravaille. Ouais. Oui. Et est-ce que tu le dis à tes clients, par exemple, que tu as travaillé avec l'IA ou pas forcément? Et si tu le dis pas, Euh, pourquoi? Parce que... non, alors je le dis, j'ai aucun problème à le dire, au contraire, parce que de nouveau, je pense que c'est pas si simple de ça, de générer quelque chose de bien avec. C'est là qu'on voit les différences. Je dirais, pour moi, le problème se situe pas tant là, c'est plutôt au contraire, c'est que les clients eux-mêmes travaillent avec l'IA et qu'on se retrouve avec des clients qui génèrent eux-mêmes des images de leur projet ou de ce qu'ils aimeraient voir, et qui nous les soumettent en nous disant, voilà, fais-moi ça. Ce qui est plus problématique, je dirais.
dans la question de quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on apporte, comment ce dialogue avec le client peut être bousculé à travers ces outils. Ouais, donc ça, c'est dans les limites peut-être, tu penses que l'IA, du coup, elle pourrait nuire à ton métier dans ce sens-là? Non, je pense que vraiment, elle va le faire changer, elle va le faire évoluer, changer, et il faut être prêt conscient et être prêt à adopter Ouais. ces changements. Ça va nuire à certains éléments. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, une étude de faisabilité aujourd'hui se fait beaucoup plus vite avec une IA qu'avec un architecte. Donc, ces étapes-là vont de plus en plus remplacer le rôle que l'architecte pouvait avoir à certaines phases, dans certaines phases du projet. Mais ça génère d'autres besoins, ça libère beaucoup de temps aussi. Donc une grande question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce temps que ça libère? Est-ce qu'on crée plus? Est-ce qu'on fait plus de projets? Est-ce qu'on l'utilise pour se nourrir d'autres choses qui après viendra de nouveau nourrir notre processus créatif? Donc, c'est en train de changer nos pratiques, mais ça crée aussi des opportunités. Ouais. En parlant de changement, est-ce que tu as un exemple de projet où l'IA a changé ta façon de concevoir ou de penser un espace, par exemple, ou un projet? Oui, je pense que ça a changé notre façon de penser un espace parce que dans certains cas, ça, ça peut changer euh, le déroulement d'un processus de création d'espace. Si je m'explique, c'est-à-dire que généralement, on allait commencer par quelques esquisses et puis on développait un plan et ce plan après allait finalement être visualisé comme dernière étape. Le rendu était la dernière étape d'un processus. Et là, souvent, ça inverse ce processus traditionnel de faire les choses. C'est-à-dire on peut commencer par quelque chose d'assez déterminé, de fini, d'une ambiance, d'une atmosphère, de la manière dont la lumière va se ressentir dans l'espace. Et le point de départ, en fait, sera déjà quelque chose de beaucoup plus déterminé à travers lequel on va repartir pour continuer à générer l'idée. Et alors, on a un peu parlé tout à l'heure. Pour toi, quels sont vraiment les limites ou les dangers de l'IA dans le design ou l'architecture? Il y en a beaucoup. Je dirais aussi que j'aime toujours parler de l'aspect du danger que ça a sur nos métiers, mais aussi il faut toujours penser au danger que ça a et aux questions que ça pose par rapport à l'éducation qu'on fait des futures générations de nos métiers. Pour moi, ces deux questions vont ensemble. Dans ces dangers, je vois par exemple la génération de trop nombreuses options, le fait d'avoir tellement de possibilités, d'options générées très rapidement affecte également quelque part la prise de décision et la capacité de juger quelque chose. On l'a évoqué peut-être tout à l'heure, des problèmes de confidentialité, de sécurité et de droit d'auteur. Une dépendance à l'exactitude des données, c'est-à-dire que si les données avec lesquelles l'IA a été nourrie ne sont pas bonnes ou sont fausses ou biaisées, ce qui en sortira sera affecté par ça. On voit aussi un petit peu une homogénéisation du design, je trouve, parce que à force de l'utiliser, et elle a été nourrie par une quantité limitée d'informations, finalement, on retrouve une certaine homogénéisation qui commence à se créer. Évidemment, des implications éthiques qu'on a à travers l'utilisation de ces outils. Et évidemment, ça crée aussi des pertes d'emplois. Il faut pas c'est un sujet qu'il faut aborder. Il y a une certaine perte d'emploi ou en tout cas beaucoup de choses qui étaient faites par des humains avant, qui sont faites par les IA aujourd'hui, mais ça génère aussi de nouveaux emplois. Donc, il y a une balance à trouver, un équilibre et il faut être réaliste par rapport au résultat. Ouais, est-ce que toi, c'est un sujet dont tu débats pas mal avec tes collègues architectes? Il y a des teams IA et des teams contre IA ou pas, ou c'est pas aussi clair? Alors, au sein de notre agence, pas du tout, parce qu'on on Non, l'a non, plutôt pas dans ton adopté comme agence, bien sûr. un outil, mais non. Euh, Avec les collègues, oui, bien sûr, ces discussions existent. C'est intéressant de voir aussi culturellement
comment les différentes cultures réagissent par rapport à ça. La culture anglo-saxonne, sans faire de stéréotypes, mais dans le monde anglo-saxon, c'est adopté, beaucoup plus adopté rapidement et accepté que en France aujourd'hui, je trouve, même si vraiment c'est une généralité, je pense que l'adoption se fait un peu partout. Mais quelque part, je dirais que c'est une mauvaise question à se poser parce que elle est là et c'est inévitable. Donc plutôt que de vouloir s'y opposer, chacun doit trouver la manière dont il veut travailler ou pas avec, mais en être conscient parce que c'est pas, ça va pas disparaître parce qu'on s'y oppose. Hmm. Tu parlais tout à l'heure d'éduquer ou de la jeune génération. Mettons, même si tu devais donner un conseil là, à des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent Mm. se former, qui s'intéressent à l'IA dans la création, qu'est-ce que tu leur dirais? De s'y intéresser, de voir ce qui existe, ce qui se fait, ça, c'est vraiment, c'est difficile comme parce que ça change, ça évolue quotidiennement. Tous les jours, des nouvelles utilisations sortent et se présentent. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir un minimum de suivi de ce qui se fait dans son domaine, de comprendre les différents outils qui existent et pas forcément de tous les utiliser, mais de savoir ce qui se fait, quels sont les potentiels et de trouver et de quand même d'en explorer certains parce que il faut commencer à prendre l'habitude de communiquer avec l'outil, de savoir comment il s'organise, qu'est-ce que ça génère et de réfléchir comment on l'intègre dans son processus créatif. Je pense que ça, c'est très intéressant comme question pour les jeunes générations aujourd'hui, de ne pas seulement l'utiliser comme un outil qui génère un résultat, mais comment le travailler pour pousser ses limites. Ouais. Est-ce que tu aurais quelqu'un, sans révéler, parce que j'imagine qu'après chacun a ses outils préférés, etc. Est-ce que tu aurais, j'en sais rien, deux, trois noms d'outils, quelqu'un, si un architecte, un jeune Ah, veut regarder, veut oui. essayer, tu vois, c'est quel... Alors, il y a Midjourney que tout le monde connaît aujourd'hui, qui génère les images. Et il y a d'autres nouveaux outils qui se créent autour sur le même principe, avec des avantages, des désavantages. On utilise également un outil qui s'appelle Crea qui crée une relation entre la compréhension d'une volumétrie et d'une image qui est générée sur celle-ci, donc une relation physique entre un objet et une image. Il y a évidemment, je pense que tout le monde utilise déjà les applications qu'il y a dans toute la série Adobe, dans les outils comme Photoshop ou InDesign, d'intégrer l'IA le fait de retoucher des images sur Photoshop aujourd'hui enfin, se fait très facilement en collaboration avec l'IA qui est intégrée dans l'outil. Donc ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les outils qu'on utilise déjà viennent intégrer des IA pour permettre un travail plus rapide, plus efficace. Une autre utilisation qui se fait beaucoup, c'est dans la présentation de projets, les mises en page, la création de sites internet, la création de contenus de présentation, voilà, tous ces outils-là qui aident dans le quotidien de notre travail. Il y a un outil, attends, moi je suis preneuse qui te crée, je n'ai toujours pas de site internet, je peux avoir un site internet qui est créé en 3 minutes? Oui, en gros, la plupart des plateformes internet aujourd'hui te mettent des IA qui en créent, enfin, voilà, qui te créent même à partir d'un PDF, d'une plaquette PDF que tu as, par exemple. Elle te crée un site internet à partir de ça. Ouais. Ce sont des apps. Donc si tu as une brochure, Ouais. Mais ça, c'est une appli si tu as une brochure, spéciale? par exemple, J'ai pas compris, c'est une appli. il y en a plein. Ah ouais. Il y en a plein qui font ça, oui. Ouais. Ce que je conseille vraiment, ce que nous on fait par exemple, c'est qu'il y a des newsletters qui sortent quotidiennement ou de s'abonner à une newsletter qui propose un contenu de veille pour comprendre ce qui est en train de se développer. Et puis, elle donne des liens vers des outils en particulier, de les tester, d'essayer et d'en adopter certains, et en tout cas de savoir ce qui est en train de se développer. C'est comme ça qu'on se met à jour nous-mêmes. Après, au sein de l'agence,
on travaille ça en équipe, c'est-à-dire que certaines personnes prennent certaines responsabilités pour explorer des choses et on se réunit une fois par mois tous ensemble. On présente ce qu'on a exploré, ce qu'on a testé, les résultats qu'on a obtenus et qu'est-ce qu'on retient comme outils et processus qu'on adapte dans notre travail de l'agence en général. Comment tu vois, toi, l'IA dans 15 ans? Qu'est-ce qu'on pourra faire de... Tu vois, comment ça va évoluer? Je pense quelque part il y aura un lien beaucoup plus fluide entre notre coup de main, une création, un dessin graphique qu'on fait, et la génération et la manière dont ça aura de générer de la data. C'est-à-dire que par exemple, on pourra, de nouveau, ça existe déjà, ça, quand on commence à le voir, on pourra sketcher, faire une esquisse de quelque chose, et ça va le transformer en objet trois-dimensionnel qui pourra lui-même être imprimé par une imprimante 3D. Donc il y aura vraiment une fluidité entre quelque chose qu'on crée, on va dire, avec... il y aura une fluidité entre un processus créatif assez libre de dessin et de maquette, ou de montrer des formes même avec ses mains, etc., et la génération du produit final. Ouais, mais le truc, c'est que l'IA, elle peut proposer parfois des espaces qui, tu vois, des images, par exemple, qui peuvent manquer de nuances ou qui vont être un peu stéréotypées. Si vous êtes plusieurs, je te dis n'importe quoi, t'es en compétition avec plusieurs agences, t'as un brief, tout le monde a le même brief et utilise les mêmes outils, mais vous allez sortir la même chose? Ou non? Non, parce que je pense qu'on n'utilise pas les mêmes outils. Justement, on entraînera les outils à penser, à produire comme nous. Est-ce que c'est ce qu'on voit qui se fait aujourd'hui? C'est-à-dire que les agences entraînent de plus en plus leurs propres outils pour générer que ce soit des images ou des plans ou des modèles 3D dans le style ou conceptuel de cette agence-là. Ça pose une autre question, je sais pas si c'est intéressant de l'aborder ici, mais ça pose une autre question sur le potentiel qu'ont les grandes agences de pouvoir développer ce type d'outils en interne, parce que ça demande ça a un certain coût par rapport aux plus petites agences qui ne peuvent pas se le permettre ou qui n'ont pas les capacités techniques de le faire. Donc là aussi, est-ce qu'il va y avoir une différenciation qui va se faire entre les personnes ou les agences qui pourront investir beaucoup de développement pour des outils personnalisés contre les autres qui devront utiliser ce qui existe déjà. Mais ce que tu payes, c'est l'appli au départ? T'achètes une appli ou au fur et à mesure, tu dois payer d'autres choses? Ça dépend des pratiques. Il y a certains programmes, enfin Midjourney par exemple, tu achètes des crédits. Tu peux avoir un abonnement mensuel et tu génères X nombre d'images, ou tu achètes des crédits pour continuer à générer. Donc ça dépend contre d'autres IA, notamment par exemple toute la suite Adobe où tu payes un abonnement mensuel pour pouvoir l'utiliser et tu l'utilises autant que tu veux. Donc c'est ça, vraiment, il y a des modèles différents. Est-ce que tu as déjà, alors comment le formuler, pas essuyé un refus, mais est-ce que l'intelligence artificielle n'a pas su répondre à une de tes problématiques? Et vraiment, tu t'es dit, ça, bon, ça me sert à rien. Limite, ça t'agace, c'est nul. Tu peux- Oui, après, enfin, je dirais, de temps en temps, on peut travailler très longtemps sur une génération d'images ou une animation. Et ce qu'on travaille également souvent, c'est par exemple à partir d'une image en 2D, enfin, on l'anime pour en créer des petites vidéos. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui vont animer les nuages dans le ciel, par exemple, le feuillage sur un arbre ou les gens qui marchent dans la rue devant un bâtiment. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise beaucoup, par exemple, pour des présentations qu'on fait de projets de concours. Et là, par exemple, on peut essayer de travailler quelque chose longtemps et la qualité le résultat n'est pas satisfaisant parce que la qualité de l'image finale est endommagée ou abaissée, etc. Donc, il y a évidemment beaucoup de frustrations qui peuvent venir avec. Mais j'attends pas forcément non plus de l'outil qui crée quelque chose de fini. C'est vraiment, on travaille plus comme un compagnon et un outil qu'on doit savoir diriger. Mais en effet, il y a des échecs également. Certains échecs sont dus au fait que la technologie n'est pas assez développée aujourd'hui ou ou que qu'on n'a pas nous-mêmes, on n'est pas assez entraîné pour savoir
comment la diriger pour créer ce qu'on veut qu'elle crée. Donc c'est ça, voilà, c'est pas, on n'arrive pas d'un point A à un point B de manière fluide tout le temps. Ouais. Dans les dernières questions, est-ce que tu as un mythe à déconstruire sur l'IA dans ton domaine? Je dirais, je pense que celui qu'on a déjà évoqué, le fait que ça va nous remplacer et qu'on n'aura plus de travail. Je pense que ça, il faut qu'on le déconstruise nous également, ce mythe, en justement trouvant, en apprenant à travailler avec et en trouvant des nouvelles manières qu'on va avoir de déterminer notre métier avec l'outil. Oui, toi, t'as pas l'impression que tu vas devoir te battre pour ton métier. Comme tu dis, tu as des clients qui peuvent peut-être générer eux-mêmes des propositions, des... C'est intéressant comme question, ça veut dire aussi de se demander qu'est-ce que nous on apporte avec nos métiers au projet. Mais je pense je dirais juste, je pense que c'est notre responsabilité aussi d'arriver à démontrer quelle est notre valeur ajoutée dans ce processus. Mais la création d'une image n'est qu'une infime partie d'un projet architectural. Après, une fois qu'on a créé une image, on est encore loin d'avoir construit Oui. l'espace ou le bâtiment. Donc il y a une longue, longue chaîne L'entrepreneur de et les, valeur qui est encore. l'entrepreneur et les ouvriers sont encore des humains. Oui, pour l'instant. Même, c'est vrai que même ça, c'est voué à changer. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup plus de construction, d'impression 3D ou de construction avec des robots qui se développent. C'est encore très loin derrière ce qui se fait dans les phases créatives du projet, mais il n'y a pas encore de relation si fluide entre les deux, mais on va vers là également. Ouais. Bon, bah, on se verra dans 15 ans pour faire un autre podcast Voilà. sur ce sujet-là. Après, ce qu'il faut aussi toujours se dire, c'est que il y a la promesse de ce que ça peut faire et puis le temps de s'adapter aux outils et que c'est pas si facile de changer tout un système et de travailler autrement. Donc ça va se faire par étapes également. Je pense qu'il y a une grande entrée en matière et que on voit aujourd'hui une certaine stagnation et que les différents métier qui essaie de comprendre comment s'adapter, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'utilise. Et c'était pas facile de changer tout un système, donc ça prend du temps. Ouais. Bon, et ben merci beaucoup Nathalie. Est-ce que tu as abordé toi tous les sujets que tu voulais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je trouve que ce qui est Oui. intéressant, c'est de se dire, c'était assez rassurant et de se dire qu'il faut prendre l'IA comme tu l'as dit plusieurs fois, comme un compagnon, comme quelqu'un qu'on consulte en complément et pas quelqu'un qui va prendre notre travail, enfin votre travail. Oui, et je pense que il y a une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est de dire c'est pas l'IA qui va remplacer l'architecte, mais l'IA va remplacer l'architecte qui n'utilise pas l'IA. C'est vraiment d'apprendre à travailler avec plutôt que de se dire que de s'y opposer et de ne pas être monté Oui, de ne pas monter dans le sur cette nouvelle révolution qui se met en place. Voilà. Ok, et ben merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précieuses informations et ce point de vue hyper intéressant. Vraiment merci beaucoup. Merci Hortense, merci pour cette conversation. Ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.